2 jours avant notre mariage, ma fiancée m'a dit qu'elle allait rendre visite à sa tante en Normandie. À 4h12 du matin, j'ai reçu une alerte bancaire pour un hôtel de luxe à Paris, la même ville où vit son ex, alors j'y suis allé. Le concierge m'a dit qu'elle était au spa avec lui. 2 jours avant la cérémonie, j'étais pourtant assis à mon bureau en train d'écrire les marque-places et de revérifier le plan de table. Le silence semblait artificiel, ce genre de silence qui exige des preuves. Elle avait dit qu'elle prenait la voiture pour aller voir sa tante, un trajet facile et une excuse familière, alors je m'étais dit de m'occuper les mains et de laisser passer les heures. À 4h12, mon téléphone a vibré avec l'alerte de carte pour cet hôtel prestigieux du 8e arrondissement, avec 3 débits consécutifs en l'espace de 8 minutes. Je n'ai pas eu besoin de deviner. J'ai lu le nom de l'hôtel 2 fois, j'ai ouvert l'application de navigation et j'ai placé un repère, sachant que son ex, Maxime, vivait à seulement 6 rues de là. Je me suis habillé sans allumer la lumière, tandis que la rue à l'extérieur arborait cette couleur grise juste avant le lever du soleil, quand tout a l'air honnête et fatigué. Le trajet a duré 13 minutes, je me suis garé sur une place de livraison et je suis entré avec l'assurance décontractée de quelqu'un qui était déjà venu une douzaine de fois. Le hall sentait le bois poli et l'eucalyptus, et un réceptionniste de nuit faisait semblant que son café n'était pas froid. J'ai demandé à voir un responsable parce que les responsables ont des routines et des protocoles, et que les routines poussent les gens à révéler des choses sans s'en rendre compte. C'est finalement le concierge qui s'est présenté, avec une cravate fine, une posture soignée, le genre de personne qui adoucit les refus avec des mots d'hospitalité à la française. Je lui ai demandé s'il y avait un spa sur place, il a hoché la tête puis a baissé les yeux vers un écran. J'ai expliqué que je devais confirmer si ma fiancée, Chloé, avait un rendez-vous aujourd'hui parce qu'elle avait oublié ses cachets contre les allergies chez moi, et j'ai donné les 3 premières lettres de son nom. Il m'a demandé de patienter, ses yeux balayant l'écran de cette façon si particulière quand on reconnaît quelque chose qu'on ne devrait pas dire à voix haute, puis il a dégluti. C'est alors qu'il a prononcé la phrase qui a comblé le vide entre le soupçon et le fait, m'informant qu'elle était dans le spa avec lui. Le spa était ouvert 24 heures sur 24 pour les clients de l'hôtel, et sur le mur du couloir, un panneau affichait les forfaits nocturnes pour couple, un détail qui m'aurait fait rire la semaine dernière. J'ai remercié le concierge et je me suis éloigné comme si l'affaire était réglée. Ce n'était pas le moment de faire un scandale, c'était le moment de monter un dossier car les preuves ne se rassemblent pas toutes seules, elles exigent une chronologie et de bonnes habitudes. Je me suis assis dans un fauteuil du hall et j'ai écrit un brouillon de base sur mon téléphone, 3h52 du matin, demande d'autorisation pour un débit, vérifié avec les caméras du hall si possible. Il fallait aussi croiser les données avec l'application de VTC. Elle était partie plus tôt en prétendant que le trajet durerait 3 heures parce qu'elle voulait éviter les péages de l'autoroute, préférant toujours embellir ses excuses avec des détails supplémentaires. J'ai ouvert notre application de budget partagé et j'ai appuyé sur la transaction de l'hôtel pour voir le code de catégorie du commerçant avant de sauvegarder une capture d'écran, l'application horodatant l'autorisation à la minute près. J'ai marqué les 2e et 3e débits comme des suppléments probables du spa en me basant sur les montants. J'ai appelé le numéro indiqué pour le spa depuis le canapé du hall, et un message enregistré a confirmé la réception de nuit, précisant que les clients sans rendez-vous pouvaient vérifier les disponibilités au comptoir. Ce qui m'a indiqué que leur trafic était suffisamment faible à cette heure pour qu'ils connaissent les noms. J'ai baissé mon téléphone et j'ai surveillé l'ascenseur. À 4h21, un grand type en peignoir et chaussons d'hôtel a traversé la moquette en tenant un gobelet d'eau en carton. J'ai reconnu les épaules et la coupe de cheveux de Maxime sur des photos que j'avais fait semblant de ne pas étudier quand elle jurait que leur histoire s'était refroidie pour devenir banale. Il n'a pas regardé autour de lui. Il a pris le virage vers le spa, poussant la porte en verre dépoli avec la nonchalance arrogante de quelqu'un habitué à être servi. J'ai pris une photo de l'horloge du couloir qui affichait 4h22 et une deuxième de la porte dépolie avec le logo du spa de luxe, en m'assurant que les angles étaient droits, car chaque photo qui semble accidentelle devient plus facile à contester. J'ai posé mon téléphone à plat sur ma cuisse et j'ai ouvert l'application de dictaphone, pas pour enregistrer une dispute, mais pour capturer le bruit ambiant. La porte du spa s'est rouverte, et un léger rire a flotté dans l'air comme le parfum d'un flacon renversé avant que la porte ne se referme doucement. Le mémo vocal a capturé le sifflement de la porte et le niveau sonore, ce n'était pas grand-chose, mais c'était déjà ça. La confrontation produit du drame et très peu de preuves, tandis que l'investigation produit des preuves et très peu de drame, j'ai donc choisi la deuxième option. Je me suis levé et j'ai marché vers le petit centre d'affaires de l'hôtel où une imprimante trônait, inutilisée, avec un petit panneau poli promettant 10 pages gratuites pour les clients.
Je n'avais pas besoin de papier, j'avais besoin du navigateur pour inviter offrant un accès non filtré au site public de l'hôtel. Le portail de réservation listait des options romantiques avec des noms de forfaits spécifiques dont les tarifs correspondaient au montant débité sur mon téléphone à quelques euros près. Une ligne détaillait un créneau de réservation pour la suite Escapade romantique de 3h30 à 5h du matin. J'ai fait une capture d'écran et je me la suis envoyée par email avec comme objet corrélation des menus. La caméra au-dessus des ascenseurs du hall n'était pas à ma disposition, mais les caméras sont gérées par des humains, et les humains sont influencés par des histoires. Je suis retourné voir le concierge et je lui ai dit la vérité qu'il pouvait entendre sans risque. Je lui ai expliqué que mon mariage était dans 2 jours, que je pensais que ma fiancée était ici avec quelqu'un qui n'avait rien à y faire, et que je n'allais pas faire de scandale. J'avais juste besoin de savoir à quelle heure le spa avait ouvert pour eux. Je n'ai pas demandé de nom, j'ai demandé des horaires, car les horaires sont moins protégés par les règles de confidentialité vu qu'ils sont considérés comme inoffensifs. Il a observé mon visage pendant 10 longues secondes avant de me dire que le spa avait enregistré une réservation pour un couple à 3h30 du matin, ajoutant que c'était leur 2e visite ce mois-ci. Il n'aurait pas dû dire cette dernière partie, mais il l'a fait quand même. Je l'ai remercié et j'ai posé un billet de 50 € plié sur le comptoir, mais il l'a repoussé avec 2 doigts, ne voulant pas qu'un pourboire efface la gentillesse discrète dont il venait de faire preuve. J'ai respecté cela mais je l'ai quand même laissé sur le comptoir, et il l'a regardé comme si c'était un problème qu'il résoudrait après mon départ. Je suis sorti sur le trottoir, j'ai respiré l'air frais de Paris et j'ai ouvert le partage de localisation de Chloé, qui était désactivé depuis 2 jours sous prétexte que sa batterie se vidait à cause du GPS. Cependant, ma voiture était toujours équipée du boîtier GPS d'urgence exigé par la compagnie d'assurance, donc si je ne pouvais pas localiser son téléphone, je pouvais localiser les trajets de mon véhicule. Les relevés montraient 2 virées nocturnes dans le centre ce mois-ci, toutes 2 entre 3h et 5h du matin, avec à chaque fois un arrêt à une rue de cet hôtel. Le journal de bord ne mentait pas, alors j'ai pris une autre capture d'écran et je l'ai enregistrée dans un dossier nommé vendredi. Il me fallait plus que des chronologies pour rendre tout ça irréfutable, il me fallait une piste financière que je pourrais brandir devant des gens qui ne se contenteraient pas de simples témoignages visuels ou de rumeurs. J'ai revérifié notre compte commun et j'ai remarqué l'achat d'une petite carte cadeau sur le portail e-commerce de l'hôtel il y a 3 jours, traité via une plateforme de paiement au nom neutre. Cela ressemblait à n'importe quel achat en boutique, mais le montant correspondait au forfait pour couple à quelques euros près, taxes comprises. J'ai ouvert la transaction, cliqué sur les détails, et j'ai vu la ligne de description du commerçant qui incluait un code utilisé uniquement pour les services annexes de l'hôtel. Ce n'était pas définitif, mais ça reliait les points, elle avait utilisé notre compte pour acheter la carte cadeau. Maxime l'avait probablement utilisé en personne, transformant ainsi notre solde commun en aromathérapie et en lumière tamisée. J'ai balayé le trottoir du regard pour chercher sa voiture, un vieux coupé qui tenait le coup plus par habitude que grâce à l'entretien, mais il avait pris un VTC, ce que la caméra de l'allée de l'hôtel prouverait si quelqu'un le demandait avec autorité. Je n'avais pas encore cette autorité, mais je pourrais l'obtenir via des personnes compétentes ou trouver une faille ailleurs, car il y a toujours une faille. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai acheté une bouteille d'eau au bar du hall. Le barman de service a laissé la caisse ouverte pendant qu'il réapprovisionnait ses citrons, tandis qu'une petite imprimante thermique derrière le comptoir recrachait des tickets pour les réassorts des minibars et les consommations du bar du spa. Un ticket a volté jusqu'au sol, je n'y ai pas touché, j'ai juste regardé le barman le ramasser et le lire avant de le glisser dans une pile. Il a inséré la pile dans une pochette en plastique marquée de la date du jour, et le ticket du dessus laissait apparaître un texte partiel où j'ai pu lire à l'envers les mots au bain aux pétales de rose et un montant qui correspondait à ma capture d'écran précédente. Je n'ai pas pris le ticket, je n'en avais pas besoin. J'avais déjà les chiffres, et voir l'imprimante raconter la même histoire donnait un côté humain aux données, ce qui compterait plus tard quand la pièce deviendrait silencieuse et que les gens essaieraient de débattre sur la définition d'une erreur. À 4h58 du matin, la porte du spa s'est ouverte à nouveau, et Maxime est sorti le premier, toujours en peignoir. Chloé suivait quelques pas derrière, les cheveux relevés, le visage sans maquillage, et ma bague de fiançailles accrochée à une chaîne autour de son cou au lieu de son doigt. Ce détail s'est planté en moi comme un clou enfoncé trop profondément pour être retiré à main nue. Je suis resté assis et j'ai basculé mon téléphone en mode appareil photo avec le son de l'obturateur désactivé, réussissant à prendre 2 clichés assez nets pour les identifier tous les deux sans qu'ils ne regardent dans ma direction. Le profil de Maxime était net et familier. La posture de Chloé était celle de quelqu'un qui contourne le dernier caillou de culpabilité qu'elle était prête à ressentir.
Ils ont pris l'ascenseur pour monter, pas pour descendre, alors j'ai revérifié le site web de l'hôtel et j'ai vu que le forfait couple incluait une option prolongation sieste. J'ai également enregistré cette ligne avec une capture d'écran, car les juges se moquent du langage romantique, mais ils prêtent attention au jargon des factures. Ils ne sont pas redescendus avant 40 minutes, et quand les portes de l'ascenseur se sont rouvertes, ils portaient un jean et une veste. Elle portait la robe avec laquelle elle était partie, celle qu'elle disait si confortable pour un long trajet sur l'autoroute. Il marchait devant, tandis qu'elle vérifiait son téléphone avec ce petit sourire en coin que j'avais déjà vu quand elle pensait avoir résolu un problème. Il lui a tenu la porte sans se retourner, puis ils se sont séparés sur le trottoir pour commander des VTC distincts avec une distance entre eux qui semblait parfaitement rodée. Je ne lui ai pas parlé à lui non plus, j'ai simplement regardé chaque voiture s'éloigner et j'ai noté les numéros d'immatriculation sur les vitres arrière. Ces codes sont liés au dossier des chauffeurs. Les chauffeurs se souviennent des visages pour les pourboires, et chaque élément crée un couloir que je pourrais emprunter plus tard quand j'aurai besoin de plus de voix que la mienne. De retour chez nous, l'appartement parisien sentait encore la bougie qu'elle avait allumée avant de partir, et le plan de table attendait sur le meuble comme une blague avec une chute qui coûte très cher. Je l'ai rangé, car les prochaines étapes devaient être propres et méthodiques. J'ai copié les captures d'écran dans un dossier caché, j'ai sauvegardé mon téléphone, et j'ai rédigé une chronologie formelle avec les lieux et les montants. J'ai dessiné de petites cases à côté de chaque élément pour le statut des preuves, capturé pour confirmation, témoin disponible, trace écrite en attente. Les lignes qui ressemblaient à une crise de panique à 4h12 du matin ressemblaient maintenant à un véritable tableur Excel. La ligne tout en bas disait « Qu'est-ce qui compte le plus ?» J'avais suffisamment d'éléments pour annuler le mariage sans l'ombre d'un doute, mais je voulais plus qu'une simple annulation, je voulais que la vérité éclate sans aucune possibilité de réécrire l'histoire. Avant de dormir, j'ai appelé sa tante Sylvie, qui a répondu à la deuxième sonnerie avec une voix endormie, mais assez claire pour me faire comprendre qu'elle n'avait hébergé personne. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas vu ma fiancée depuis des mois et m'a demandé si quelque chose n'allait pas. J'ai répondu que le planning avait changé et que je rappellerais plus tard, puis j'ai raccroché et j'ai ajouté l'heure et ces mots à ma chronologie. L'air me paraissait plus froid, mais le froid est utile, le froid forge des plans solides, et quand le ciel s'est éclairci, j'avais un programme précis pour la journée. Je devais vérifier les déposes des VTC en contactant les chauffeurs, confirmer l'utilisation de la carte cadeau par un email poli à l'hôtel demandant si un numéro de confirmation égaré pouvait m'être renvoyé, rattaché au chiffre de ma carte bancaire. Sous couvert d'une demande de reçu pour des notes de frais. Je devais aussi passer chez le bijoutier de la place Vendôme pour faire remettre la bague à son diamètre d'achat initial et demander une note d'inspection horodatée. Les gens prêtent attention aux documents, et les documents ne rougissent pas de honte. La partie que je n'avais pas prévue est arrivée quand j'ai marché vers le lavabo avec l'écrin de la bague, car en l'ouvrant, son berceau en velours était vide. Elle était partie avec la bague sur une chaîne et ne l'avait pas remise à sa place, alors j'ai vérifié le plateau de la coiffeuse et la coupelle où elle jetait ses boucles d'oreilles. Rien, mais cette perte n'était pas sentimentale, elle était purement tactique. Si elle avait mis la bague sur une chaîne il y a plusieurs jours, c'est qu'elle préparait une variante de son histoire, prévoyant de dire que la bague était trop grande ou qu'elle voulait la garder près de son cœur. Elle utiliserait cette excuse pour masquer un rendez-vous à minuit au spa avec un homme qu'elle avait qualifié de chapitre clos. Mon plan devait anticiper cette disquette et la couper court, alors j'ai refermé la boîte vide et j'ai écrit une ligne de plus sur la chronologie, bague transférée sur chaîne avant la visite, observée à 4h58 du matin. Ce détail a été le déclic, non pas à cause du symbolisme, mais à cause de l'intention derrière. Les gens qui déplacent des bagues de leurs doigts vers des chaînes répètent un changement qu'ils prévoient de rendre permanent. J'ai éteint la lumière de la cuisine et j'ai regardé l'appartement s'apaiser, sachant que la journée ne serait pas généreuse, mais qu'elle serait utile, et j'étais prêt pour l'utile. En milieu de matinée, Paris avait repris son rythme de semaine, et j'avais déjà 3 coups d'avance sur elle. Chloé allait faire la grasse matinée, ça je pouvais le prédire, car la prolongation de la sieste au spa s'était terminée à 6h du matin, ce qui signifiait qu'elle n'était probablement pas rentrée avant le lever du soleil. J'ai gardé le volume de mon téléphone bas au cas où elle m'enverrait un message, mais elle ne l'a pas fait, ce qui m'indiquait qu'elle attendait de voir si j'avais remarqué son absence ou qu'elle pensait avoir réussi son coup sans éveiller les soupçons, 2 options qui jouaient en ma faveur. La première étape consistait à retracer son VTC depuis l'hôtel. J'avais noté le numéro d'identification de la course sur la vignette de la voiture, et une recherche rapide m'a conduit au nom du chauffeur via un forum d'aide de l'application que j'avais utilisé lors d'un litige passé.
Les chauffeurs refusent rarement de parler quand on les aborde avec le bon ton, curieux, poli, et légèrement confus, comme si on essayait de retrouver un sac égaré. Je lui ai envoyé un message expliquant que je pensais qu'une passagère avait peut-être laissé quelque chose de précieux sur sa banquette arrière, en lui demandant quand et où il l'avait déposé. Il a répondu en moins de 10 minutes, prise en charge à 4h59 à l'hôtel du centre et dépose dans une rue résidentielle de l'arrondissement voisin. L'adresse n'était pas la nôtre, ce qui voulait dire qu'elle n'était même pas rentrée à la maison après l'hôtel. J'ai noté l'adresse et je l'ai croisée avec les repères connus de Maxime, et même si ce n'était pas son appartement, c'était à seulement 3 rues de là, probablement chez un ami à lui ou dans une location courte durée. La deuxième étape était d'ordre financier. L'achat de la carte cadeau que j'avais repérée la veille avait été traité par le système de paiement de l'hôtel, ce qui signifiait qu'il serait enregistré sous un numéro de référence de réservation spécifique. J'ai envoyé un email au service comptabilité de l'hôtel en expliquant que j'avais besoin d'un reçu pour un remboursement de frais professionnels, et j'y ai joint un numéro de carte partielle. J'ai prétendu avoir égaré l'email de confirmation, et en moins d'une heure, un membre courtois de la réception m'a renvoyé un reçu en PDF accompagné d'une note indiquant une retraite claire de lune pour couple, utilisée sur place à 3h34 le 12 avril. Cet horodatage s'intégrait parfaitement dans ma chaîne de preuves grandissante. La troisième étape était plus délicate, ses relevés téléphoniques. Elle n'était plus assez imprudente pour laisser traîner son téléphone déverrouillé, mais j'avais toujours accès à notre facture téléphonique commune chez l'opérateur. Une connexion plus tard, je fixais un mois entier d'historique d'appels et de SMS, où le numéro de Maxime apparaissait 19 fois au cours des 3 dernières semaines, avec plusieurs appels dépassant l'heure, toujours entre minuit et 2 heures du matin. Il y avait aussi de courtes rafales d'appels l'après-midi, suivies de périodes de silence qui correspondaient exactement au moment où elle prétendait faire des essayages de robe ou faire des courses. J'ai téléchargé l'intégralité du fichier CSV et je l'ai glissé dans le dossier que j'avais désormais nommé un mariage privé. Son alibi concernant la visite à sa tante avait déjà été démonté en première partie, mais je voulais voir ce qu'elle allait me raconter aujourd'hui. Vers midi, elle a envoyé un seul SMS, « Je viens de rentrer, épuisé, je vais me reposer, on est toujours d'accord pour le traiteur à 15h ?» Je lui ai répondu que oui, en gardant un ton neutre, car moins elle se douterait de quelque chose, plus elle s'enfoncerait dans mon filet. La couche suivante consistait à suivre à nouveau ses mouvements, alors je me suis garé à 2 rues de son immeuble dans la vieille Clio de mon voisin, le genre de voiture que personne ne remarque. À 14h15, elle est sortie en tenue décontractée et s'est dirigée non pas vers le traiteur, mais vers un petit café caché en bordure du quartier d'affaires. Je suis resté suffisamment en retrait pour me fondre dans la circulation piétonne, et à l'intérieur, elle a rejoint une femme que j'ai reconnue comme étant sa collègue de l'agence de design, une fille réputée pour en savoir beaucoup trop sur tout le monde. Je me suis glissé dans un siège d'angle avec une bonne vue, sans croiser leurs regards, et ce que j'ai capté à la place, c'est leur ton et leur langage corporel. Chloé s'est penchée en avant, a baissé la voix et a souri d'une manière qui n'appartenait à aucune conversation sur des compositions florales. Je ne pouvais pas entendre chaque mot, mais j'ai saisi des bribes de phrases comme « il s'en remettra », pas pour toujours, juste en attendant que quelque chose de mieux se présente. La collègue a ri en se couvrant la bouche, et Chloé a ajouté quelque chose sur le fait de faire marcher les choses pour le moment, et de le garder heureux jusqu'à ce qu'il soit temps. Je n'avais pas besoin de chaque syllabe, j'en avais la teneur globale. Ce n'était pas un dérapage ou un moment de faiblesse, c'était du pur calcul. Au moment où elle est partie, je ne chassais plus des soupçons, je montais un dossier accablant. Elle ne m'a pas vu marcher vers la bouche de métro, alors je suis resté dans le café, j'ai tapé ce que j'avais entendu dans mes notes et je me les suis envoyés par email. La mémoire s'efface sous la pression, mais un email horodaté ne s'efface jamais. La phase suivante consistait à verrouiller le soutien d'un témoin. J'ai appelé mon ami Thomas, qui travaillait à la sécurité d'un cabinet d'avocats parisien et qui me devait une faveur depuis l'année précédente, quand je l'avais aidé à se sortir d'une embrouille de contrat. Thomas avait une connexion parallèle avec un informaticien capable, selon ses mots, de récupérer un flux vidéo sans éveiller les soupçons. Je lui ai donné l'adresse de l'hôtel, l'emplacement de la caméra du hall et la plage horaire entre 4h15 et 5h du matin. Il m'a dit qu'il m'obtiendrait des images fixes pour le lendemain, sans rien promettre pour la vidéo, mais c'était amplement suffisant. Une seule image la montrant avec Maxime dans ce hall au bon moment serait le coup de grâce. Avant de rentrer chez moi, je suis passé devant l'immeuble de son ex, où sa voiture était maintenant garée devant, fraîchement lavée. Une femme que je n'ai pas reconnue est sortie du hall, tenant un sac en papier de plat à emporter, et a jeté un coup d'œil autour d'elle comme si elle cherchait quelqu'un.
J'ai noté sa description et leur ami potentiel, leur potentiel. Cela pouvait être un réseau de personnes se couvrant les unes les autres, et je devais garder le cap. De retour à la maison, Chloé a agi comme si de rien n'était, discutant des palettes de couleurs et de la playlist du DJ, faisant même défiler des photos de la salle de réception sur son téléphone comme si elle s'y était investie toute la semaine. Je l'ai regardé parler, mémorisant l'aisance dans sa voix, une aisance qui se briserait bien assez tôt. À la tombée de la nuit, mon dossier s'était épaissi, reçu de l'hôtel en PDF avec horodatage, détail des prises en charge et dépose des VTC, fichier CSV de ses appels avec Maxime, note de la conversation au café, déclaration de tante Sylvie la veille au soir. Et les captures prévues de la caméra de sécurité de l'hôtel. L'enquête ne portait plus sur le fait de savoir si elle m'avait trahi, cela était déjà prouvé, la vraie question était de savoir comment le révéler pour qu'il n'y ait aucun doute, aucune manipulation possible, aucun récit de sauvetage inventé par ses amis ou sa famille. Cette nuit-là, je suis resté allongé dans mon lit à écouter sa respiration régulière à côté de moi. Elle pensait avoir le contrôle du jeu, sans se rendre compte que j'avais cessé d'être un participant pour devenir l'architecte. Demain, je passerai de la collecte de preuves à la mise en place du piège. Quand le soleil s'est levé, les preuves n'étaient plus ma priorité, c'était la présentation qui comptait, car des preuves sans public peuvent toujours être balayées sous le tapis. Le genre de personne qui excuse le comportement de Chloé qualifierait cela de malentendu, à moins qu'elle ne le voie exposé d'une manière qui coupe toute voie d'évasion. Cela impliquait un timing parfait, des témoins et un cadre qu'elle ne pourrait pas contrôler. La première étape était son père, de qui je n'avais jamais été proche, mais je savais où il se situait sur le plan de la loyauté. Il finançait près de la moitié de la réservation du domaine, du traiteur et une partie du voyage de noces, et sa réputation dans les affaires lui importait bien plus que les sentiments. Je l'ai appelé en milieu de matinée pour lui dire que nous devions nous voir en tête-à-tête. Nous avons convenu d'un café près de ses bureaux à la Défense, où je n'ai apporté que mon téléphone, une copie imprimée du reçu de l'hôtel et le journal de ses appels avec Maxime. Il était déjà attablé quand je suis entré, pianotant sur ses emails, alors je me suis assis, j'ai fait glisser l'enveloppe sur la table et je n'ai rien dit jusqu'à ce qu'il l'ouvre. Ses yeux n'ont pas scié avant d'atteindre l'horodatage sur le reçu de l'hôtel de luxe. C'est à ce moment-là que sa mâchoire s'est crispée, puis il a tourné la page pour voir le relevé téléphonique, balayant du regard les appels passés tard dans la nuit. Je n'ai rien enjolivé, je lui ai simplement dit qu'elle avait été à l'hôtel avec son ex, que ce n'était pas la première fois, et qu'elle utilisait mon argent ainsi que le sien pour faciliter tout ça. Il a posé une seule question, tu as autre chose? Alors je lui ai parlé des trajets en VTC, de la conversation au café et des images de sécurité à venir. Ses doigts ont tapoté une fois contre la table, puis il s'est penché en avant et a dit, nous devons régler ça discrètement mais de manière décisive, ajoutant qu'il ne voulait pas que son argent soit brûlé pour une fraude, c'était sa formulation exacte. Je lui ai annoncé que je comptais exposer tout ça avant le mariage, d'une manière qui lui rendrait impossible de renverser la situation. Il a accepté de m'aider à une condition, elle devait l'admettre devant d'autres personnes, où les preuves devaient être affichées de telle sorte que personne ne puisse crier à la manipulation. Nous avons choisi le dîner de préparation du mariage qui était prévu pour le lendemain soir dans le salon privé d'un restaurant en bord de Seine, un moment où elle ne s'attendrait à rien d'autre qu'à des discours émus et des rires. Il s'assurerait que tous les invités importants soient présents, les parents proches, les demoiselles d'honneur, les garçons d'honneur et quelques-uns de ses propres associés. Mon deuxième appel a été pour Thomas, qui m'a confirmé que les clichés du hall de l'hôtel étaient prêts et m'a envoyé 3 photos nettes, une d'elle marchant derrière Maxime à 3h29 du matin, une autre de côte à côte à l'entrée du spa. Et une dernière d'eux partant ensemble 40 minutes plus tard. Leur visage était clair et les horodatages bien visibles dans le coin inférieur, ce qui constituait la confirmation visuelle que son père avait exigée. La troisième étape consistait à appâter Maxime, car j'avais besoin de lui dans la même pièce qu'elle quand la vérité éclaterait. Une invitation directe l'aurait fait fuir, alors j'ai dû utiliser un prétexte, par l'intermédiaire d'une connaissance commune, un vieil ami de la fac qui avait joué au poker avec lui. Je me suis arrangé pour que Maxime pense avoir rendez-vous dans ce même restaurant pour une potentielle opportunité de consulting en freelance. C'était assez flou pour le faire venir, mais assez officiel pour l'obliger à bien s'habiller et à arriver à l'heure, le rendez-vous étant fixé à l'heure exacte de notre dîner. Pour m'assurer qu'il marche jusqu'à notre section, j'ai demandé au maître d'hôtel de l'installer là par erreur en attendant son supposé contact. L'agencement du restaurant rendait la chose facile. La salle à manger privée n'avait qu'une seule entrée depuis la salle principale,
ce qui fait qu'il entrerait en s'attendant à voir son client et tomberait nez à nez avec Chloé apprêtée pour le dîner, entouré de sa famille sous le regard perçant de son père. Pendant que ces détails se mettaient en place, j'ai ajouté une arme silencieuse, le diaporama. Chloé avait insisté pour qu'il y ait un montage photo pendant le repas. J'ai dit au technicien audiovisuel que je fournirais les fichiers directement parce que je voulais lui faire une surprise avec quelques photos supplémentaires, et il m'a donné le code d'accès de l'ordinateur portable de présentation. J'ai construit une séquence qui commençait par nos photos de fiançailles, puis nos clichés de vacances, et à la 20e seconde, la transition passait sans prévenir au reçu de l'hôtel, au journal d'appel CSV et enfin aux images de sécurité. Le tout était mis en forme proprement, sans aucun commentaire, car les faits parlent beaucoup plus fort quand on les laisse s'exprimer d'eux-mêmes. En fin d'après-midi, Chloé ne se doutait toujours de rien, elle était occupée à envoyer des messages aux demoiselles d'honneur concernant les rendez-vous chez le coiffeur et à m'envoyer des rappels pour la dégustation du gâteau. J'ai accepté tout ce qu'elle disait, en gardant des réponses courtes et agréables, car moins elle remarquerait de changements dans mon comportement, plus elle tomberait droit dans le panneau. Ce soir-là, j'ai fait un dernier point avec son père qui avait déjà informé le restaurant qu'il y aurait une annonce spéciale pendant le dessert. Le personnel avait pour consigne de tamiser les lumières au signal et de lancer le diaporama exactement tel qu'il avait été fourni. Il ouvrirait par un petit discours, puis je prendrais le relais, et si elle essayait de fuir, l'agencement ferait qu'elle devrait passer devant Maxime dans l'embrasure de la porte. Je me suis couché plus tôt que d'habitude, la laissant dans le salon en train de discuter au téléphone, probablement avec l'une de ses amies de confiance qui pensait connaître toute l'histoire. Je n'écoutais plus le contenu de ce qu'elle disait, j'écoutais la tonalité, et sa voix était toujours aussi sûre d'elle, toujours aussi intouchable. Dès le lendemain soir, cette assurance aurait totalement disparu. Le lendemain soir est arrivé avec ce genre de calme absolu que l'on ressent juste avant une tempête. Le dîner pré-mariage était prévu à 19h, mais à 18h30, la salle privée du restaurant des bords de Seine se remplissait déjà de monde. Le tintement des verres en cristal se mêlait aux conversations polies, et Chloé était dans son élément, circulant entre les tables, effleurant les épaules des uns et des autres, souriant comme quelqu'un dont la vie est fermement sous contrôle. Son père est arrivé précisément à 18h50, m'a fait un signe de tête et s'est dirigé vers le maître d'hôtel, ce qui était mon signal pour comprendre que tout était prêt. Dans un coin, le technicien audiovisuel avait préparé le diaporama, et le personnel du restaurant bougeait avec une conscience silencieuse des événements à venir, les assiettes étaient posées, le vin servi, les lumières réglées juste un peu plus faiblement que d'habitude. À 19h05, la porte s'est ouverte et Maxime a fait son entrée. Il portait une veste sombre et cherchait du regard son prétendu contact quand le maître d'hôtel, exactement au bon moment, l'a guidé vers notre section en lui désignant un siège près de l'extrémité de la grande table. Il a aperçu Chloé avant qu'elle ne le voie et il a hésité en plein pas, mais la vue de son père debout près du bout de la table l'a totalement pétrifié. Il n'y avait aucune issue de secours facile sans faire un esclandre. Quand Chloé l'a enfin remarqué, le changement dans son expression a été subtil mais violent, son sourire a vacillé, ses yeux se sont plissés et elle s'est redressée brusquement. Elle a essayé de masquer son trouble en se tournant vers une demoiselle d'honneur, mais le mal était fait, et son père l'avait très bien vu. Après le plat principal, son père s'est levé. Il a commencé par le genre de discours qu'on attend dans ces événements mondains, parlant de la famille, des nouveaux départs et de la confiance, puis il a fait une pause, m'a lancé un regard et s'est mis de côté. Je me suis levé, j'ai remercié tout le monde d'être venu, et j'ai annoncé qu'avant de célébrer ce mariage, j'avais quelque chose de très important à partager avec eux. Le technicien a tamisé les lumières et a lancé le diaporama, dont les premières images montraient des vacances inoffensives, des fêtes, des éclats de rire qui ont fait sourire l'assemblée. Chloé gardait ses mains sagement croisées sur ses genoux, jusqu'à ce que la diapositive suivante apparaisse. Le reçu de l'hôtel s'est affiché, aussi net que l'encre sur un contrat, avec l'horodatage en évidence, et des murmures ont immédiatement parcouru la salle. La diapo suivante montrait le journal des appels nocturnes vers le numéro de Maxime, avec des noms masqués, mais une fréquence tellement évidente que les doigts de Chloé se sont crispés sur le bord de la nappe. Puis est venue la capture de la caméra de sécurité du hall de l'hôtel. On y voyait Chloé marcher derrière Maxime à 3h29 du matin, tous les deux parfaitement reconnaissables. La deuxième image les montrait à l'entrée du spa de luxe, et la troisième les immortalisait repartant ensemble. Le bruit de la pièce est passé d'une confusion polie à un silence de mort absolue. Le visage de la mère de Chloé s'est vidé de tout son sang, tandis que son père n'a pas bougé d'un cil. La première réaction de Chloé a été de se lever.
Elle a tendu la main vers son téléphone comme si elle pouvait, d'une manière ou d'une autre, effacer l'écran géant devant elle, mais la configuration de la salle jouait contre elle. Maxime se tenait près de l'unique sortie, et quand leurs regards se sont croisés, n'importe quel alibi qu'elle aurait pu inventer s'est effondré sur le champ. Son père a pris la parole avant elle. Il lui a dit que c'était terminé. Fini le mariage, fini les financements, et fini l'accès au compte qui lui renflouait constamment. Il s'est tourné vers Maxime et lui a ordonné de dégager avant que la police ne s'en mêle pour les retraits non autorisés sur le compte commun. Maxime a juré entre ses dents et a déguerpi sans se retourner. Chloé a essayé de parler à son père, mais il lui a coupé la parole et est sorti à son tour, en lui lançant qu'elle pouvait venir récupérer ses affaires chez lui avant la fin de la semaine. Les invités ont commencé à partir par petits groupes, en l'évitant soigneusement. Le maître d'hôtel l'a discrètement informé que l'établissement annulait la réservation du mariage avec effet immédiat et que les pénalités d'annulation étaient dues dans leur intégralité, une somme qui lui incombait totalement puisque son père ne couvrait plus rien. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en ai pas eu besoin. J'ai remercié les derniers invités d'être venus, je me suis éloigné de la table et je les laissé debout, seul au milieu de la pièce, sans bague, sans domaine, sans fiancé et sans la moindre bouée de sauvetage financière. Le lendemain matin, la nouvelle avait fait le tour de Paris. La conversation de groupe des demoiselles d'honneur était silencieuse, à l'exception d'un message de sa meilleure amie lui demandant comment elle comptait payer les pénalités et si elle avait trouvé un endroit où dormir, ce qui n'était pas le cas. Elle m'a envoyé un seul SMS plus tard dans la journée, « Tu n'étais pas obligé de faire ça comme ça. » Je n'ai pas répondu. Les faits étaient publics, la piste financière était documentée, et les gens sur qui elle comptait pour la couvrir avaient tout vu de leurs propres yeux. Il ne lui restait plus rien à manipuler, car si le mariage avait été effacé, le dossier à charge, lui, était permanent. Seen it 2 rows over on the Redstone? I don't think he did. But it's probably just an observer, I would assume. Probably not. Yeah. All right, nothing over here. Jess, what's going on? It was on the end. This end or this end? Wouldn't the egg break on the redstone? The way Kinger would. 4th row down. Like on this row? But down here on this? Are we talking this row right here? On the other one? This one? Or that one? Number 1 or number 2? Number 2. Take a look. I don't think I see anything. What's up, Annie? How are you? Welcome in, welcome in. Yeah, I don't see anything. Nothing there. Let's check this side. Nothing that I can tell. Probably seeing decoy. Very well could be a decoy. Oh, that is probably a decoy. I see what you guys are looking at. What is that? I'm going to assume that's a decoy. Yeah, definitely a decoy. Little cold block there. Found the decoy. Evil. Same. Oh, okay. Let's throw this. Goodbye. Very diabolical of him. Very diabolical of him. What are we doing? What's going on, Ash? How are you? We are searching for a dragon egg because we are playing Egg Snatchers with the Clockcraft group, and Kinger IV holds the egg right now.
Beyond the TNT thing? What TNT thing? Oh, I see what you're over here. This thing, right? Yeah, maybe it could be hidden up inside of there. Obsidian. Ah, nice, dude. You little sneaky sneak. I'm checking all of them, though. It could be anywhere. It could literally be anywhere. And we only have... Okay. God. Nothing. Do you know who Stan is? Like... the Eminem Stan? Did that, like, Stan someone? Oh, have fun. I'm low-key learning how to not die with an elytra. All right, enjoy that one. Good luck. Good luck. Pull lots of decoys. Check the dirt huts. I bet the dirt huts just have decoys, but we will definitely check the dirt hut. Let's come over here real quick. Okay, we're sleeping. Thank God. Let's just do another little check through here. Just a quick little up-see, down-z. Possibly. I died almost every time. Well, best of luck to you on that. It's a lot of fun once you get the hang of it. I feel like it's only fair I get mod. I don't know who you are. Check beacons. Ooh, yes, we could check beacons for sure. What is this? Nothing. Check on the obsidian. We did check on the obsidian of the explosion chamber. Is it the dragon egg now that you're looking for it? Yes, we're looking for the dragon egg currently. Can I be mod? Zach? Sure.